Merci à vous d'être là pour ce colloque en général et pour cette première session qui va porter sur l'Égypte de 1919. Avant de passer la parole, je voudrais juste dire quelques mots pour situer ce moment de l'histoire égyptienne. Évidemment, nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il y a deux puissances qui en sortent victorieuses, le Royaume-Uni et la France, et dont on a l'impression qu'elles dominent le monde. Elles n'ont pas seulement gagné en Europe, mais elles dominent ce qu'on appelle le monde colonial. Et on a l'impression que ce système colonial qui existe maintenant depuis le XIXe siècle est finalement presque éternel. Or, le choc de la Première Guerre mondiale et de ses conséquences va avoir des répercussions très importantes sur ce qu'on appelle le monde colonisé, avec deux éléments qui vont jouer dans le sens de développement de mouvements indépendantistes. C'est d'un côté les 14 points du président américain Wilson qui parlent du droit à l'autodétermination des peuples, encore que quand on lit le texte, il parle des droits à l'autodétermination des peuples européens. Pour ceux des pays colonisés, on dit qu'il faut bien sûr les consulter, mais que la consultation doit se faire en relation avec la puissance coloniale. Mais quand même, c'est un appel, je veux dire, l'idée que les peuples doivent prendre eux-mêmes leur destin en main. Et puis l'autre événement très important, c'est la révolution bolchevique en 1917, où Lénine lance l'appel au peuple d'Orient, et où, dans la stratégie des bolcheviks, l'idée d'une alliance entre le mouvement ouvrier et les peuples d'Asie est quand même une idée centrale. Et d'ailleurs, il y a une grande panique chez les Britanniques, chez les Français, qui vont voir d'ailleurs la main des bolcheviks derrière tous les mouvements de contestation. Donc ça, c'est le cas dans lequel, effectivement, on va avoir dans toute une série de pays, pas seulement en Égypte, mais aussi en Inde, etc., un début de mouvement qui réclame en fait la fin du système colonial. C'est intéressant aussi de rappeler que le système qui va se mettre en place, notamment au Proche-Orient, après la Première Guerre mondiale, c'est un système qu'on appelle les mandats, c'est-à-dire la Société des Nations donne mandat à la France et au Royaume-Uni sur la Syrie, sur le Liban, sur l'Irak, etc., avec l'idée qu'il faut amener ces pays à l'indépendance. Ils sont encore mineurs, mais il n'y a plus l'idée d'une domination éternelle. Il y a l'idée quand même qu'il faut à un moment qu'ils accèdent à l'indépendance. En Égypte, la situation est un peu particulière parce que l'Égypte a été conquise par le Royaume-Uni en 1882. Formellement, jusqu'à la guerre de 14, elle reste sous autorité ottomane, même si la réalité du pouvoir est britannique. Mais après l'entrée en guerre de l'Empire ottoman contre les Alliés, le Royaume-Uni affirme sa domination totale sur les États-Unis, sur l'Égypte, et il se pose la question de quel statut va avoir l'Égypte. Et c'est là que commence ce qu'on appelle la révolution de 1919, dont on va parler aujourd'hui, qui a deux aspects. Un qui est assez connu, qui est l'idée que va représenter le mouvement Wafd, c'est-à-dire une aspiration réelle à l'indépendance au départ des Britanniques, et qui va marquer l'histoire de l'Égypte jusqu'en 1952, qui va être vraiment la ligne directrice du mouvement national. Mais un autre aspect qui est aussi moins connu, c'est que ça s'accompagne de mouvements sociaux, notamment de mouvements paysans très importants, qui est un mouvement pour la réforme agraire, pour le changement des relations qui sont, pour dire vite, des relations féodales, etc., et qui va aussi mobiliser une partie de la société égyptienne. Donc c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Et donc, pour commencer, je donne la parole à Mounir Abdelnour, qui est donc, comme il dit, ancien secrétaire général du parti Wafd, qui a été une des expressions de ce mouvement de 1919. Merci. Merci de m'inviter à participer à ce colloque. C'est pour moi un grand plaisir de venir du Caire à Paris pour parler du Wafd, qui est le parti auquel j'appartiens, qui est le parti de la Révolution de 1919, le parti auquel j'appartiens, dans lequel j'ai grandi et duquel je suis fier, puisque j'ai porté ses couleurs et je me suis battu pour défendre ses valeurs. Le Wafd, comme il a été dit, c'est l'histoire d'Égypte pendant plus de 30 ans, de 19 à 52, lorsque l'Égypte avait choisi d'être une Égypte démocratique et libérale.
lorsqu'elle avait opté pour un multipartisme parfois vibrant et un système parlementaire souvent, à mon sens du moins, brillant. Un régime qui aurait pu survivre, l'Inde a survécu, mais il a succombé en Égypte sous l'effet des politiques politiciennes, des complots, des interventions d'un roi qui manquait d'expérience et d'un empire colonial qui se mourait, mais surtout d'une conjoncture internationale, et j'y viendrai. Mais laissez-moi commencer par le début. Lorsqu'en novembre 1918, près de 2 millions d'Égyptiens signent des mandats en faveur de Saad Zarloul et de sa délégation pour participer à la conférence de paix à Versailles, réclamer au nom du peuple l'indépendance de l'Égypte et la fin du protectorat britannique, ils ne savaient peut-être pas qu'il donnait naissance à un formidable parti politique, le Wafd. Le Wafd veut dire en arabe la délégation. Cette délégation sera constituée en grand rassemblement populaire où se mêlent toutes les classes sociales, sous la présidence de Saad Zarloul, un azariste devenu juriste, issu de la moyenne bourgeoisie terrienne de Basse-Égypte. Son comité directeur comprendra de grands propriétaires terriens, des professeurs, des avocats, des coptes, des cheikhs musulmans qui œuvrent ensemble pour la cause nationale et derrière eux, l'Égypte tout entière en 1919. Le Wafd mènera la lutte nationale, il soulèvera les foules, il guidera les pas de la révolte populaire, il entamera des négociations avec le gouvernement britannique, il contactera les gouvernements européens et américains pour stigmatiser l'opinion internationale autour de la question égyptienne. Il lancera des appels à la résistance et au boycott des marchandises anglaises. Ces leaders seront déportés, exilés, incarcérés, jugés et condamnés. Ces adhérents seront au premier rang des manifestations populaires, victimes des balles des forces de l'ordre. Le Wafd sera aussi le fondateur du nationalisme égyptien et l'architecte d'une Égypte égyptienne, d'une nation libre et souveraine, et non d'une province ottomane ou d'une wilaya du califat islamique, ou encore d'un pays sous protectorat britannique. Le peuple prendra conscience de son identité, une identité égyptienne, voire même pharaonique. Cette prise de conscience sera accompagnée d'un mouvement culturel et artistique extraordinaire qui se traduira par l'essor des arts, la peinture, la sculpture, la musique, les lettres, le théâtre et le cinéma. De plus, Hoda Sha'rawi, à la tête du mouvement féministe, entraînera la femme égyptienne vers sa libéralisation. Et Talat Harb, en fondant la Banque Misr, posera la pierre angulaire d'une économie nationale. Le Wafd sera aussi le fondateur d'une Égypte libérale et démocratique qui obtiendra en 1923 une constitution qui reconnaîtra la souveraineté du peuple, source de tous les pouvoirs. Pendant plus de 30 ans, dont moins de 7 ans au gouvernement, et jusqu'au 23 juillet 1952, le Wafd sera le plus grand parti politique égyptien. Il sera le porte-parole du peuple et sa conscience vivante. Malgré les scissions et en dépit de la conjoncture internationale, des guerres et des cycles économiques, le Wafd restera fidèle à ses principes et sera tout d'abord le principal revendicateur de l'indépendance de l'Égypte, deuxièmement le défenseur de la Constitution, de l'état de droit et de la démocratie, et troisièmement le garant de la laïcité du système politique, et finalement, conscient des problèmes sociaux, le Wafd au pouvoir
appliquera une politique économique et fiscale visant à établir une justice sociale. Mais pour expliquer le rôle du WAFD en tant que principal revendicateur de l'indépendance de l'Égypte, on doit rappeler que Zaghloul arrivait en avril 19 à Paris dans l'espoir de participer à la conférence de Versailles pour réclamer la fin du protectorat britannique. La délégation égyptienne voit le président Wilson, qui avait prôné le droit des peuples à l'autodétermination, reconnaître le protectorat anglais et les portes de la conférence de Versailles se fermaient à son nez. Mais la révolte des Égyptiens oblige le gouvernement britannique à inviter Zaghloul en juin 1920 à Londres pour négocier avec Lord Milner, le ministre des colonies, mais les négociations ne seront pas concluantes. La révolution dure près de 3 ans, des grèves, le boycott des marchandises anglaises, les manifestations dans les rues des villes et des campagnes obligent les Anglais à émettre une déclaration unilatérale le 28 février 1922, reconnaissant l'indépendance de l'Égypte. Mais le WAFD s'oppose à cette déclaration parce que l'Angleterre s'octroie les droits d'assurer les communications de l'Empire britannique à travers l'Égypte, de garantir la sécurité du pays contre toute agression ou ingérence étrangère, de protéger les intérêts étrangers et de surcroît, la déclaration ne propose aucune solution au problème du Soudan anglo-égyptien. En janvier 1924, le WAFD, grand vainqueur des élections législatives, forme le gouvernement qui sera appelé le gouvernement du peuple. En septembre 1924, Zaghloul, Premier ministre, se rend à Londres pour entamer des négociations avec Ramsay MacDonald, le chef du gouvernement labouriste anglais, dans l'espoir d'obtenir la fin de l'occupation militaire du pays et le retrait des groupes britanniques. Intransigeant, Zaghloul rompt les négociations et refuse catégoriquement la proposition britannique d'occuper les villes du canal de Suez, du Caire et d'Alexandrie. Le successeur de Zaghloul, à la tête du parti, Nahas, tente de négocier en 1928 avec MacDonald, puis en 1930 avec Henderson, mais cette fois, les négociations se heurtent à la question du Soudan. Nahas dira « Coupez-moi la main, mais ne séparez pas le Soudan de l'Égypte. » Il voyait loin. En août 1936, Nahas réussit à signer avec la Grande-Bretagne la fin de l'occupation militaire et l'abolition des capitulations. L'Égypte, cependant, autorise l'Angleterre à stationner ses troupes dans la zone du canal de Suez pour le défendre de concert avec l'armée égyptienne. En 1950, le WAFD, de retour au pouvoir, tente de renégocier avec le gouvernement anglais. Il refuse d'établir des bases militaires sur le territoire égyptien ou de participer dans une alliance militaire régionale. Il définit les principes du non-alignement positif, voie sur laquelle s'engage l'Égypte durant les années de la guerre froide. Finalement, et devant l'obstination des Anglais, le 8 octobre 1951, le gouvernement wafdiste déclare l'annulation du traité de 1936, réclame le retrait immédiat des troupes anglaises et ne met aucune entrave devant les commandos qui s'empressent à harceler l'armée britannique stationnée sur les rives du canal et crée ainsi une situation explosive qui mènera au coup d'État militaire, à la révolution, si vous voulez, du mois de juillet 1952. Mais le WAFD sera aussi le défenseur de la Constitution et de la démocratie. Dès le premier gouvernement wafdiste, Zaghloul se montre intransigeant dans l'application de la Constitution, dans son esprit et dans la lettre. En 1924, il confronte le roi Fouad et l'oblige à se référer à un arbitrage pour interpréter le texte de la Constitution. Entre 1930 et 1935, le WAFD mène la lutte pour la restauration de la démocratie constitutionnelle
face au coup d'État fomenté par le roi Fouad, qui dissout le Parlement en 1930, fait appel à Ismail Sedi, chef d'un parti fasciste, pour former le gouvernement et organiser de nouvelles élections parlementaires, puis remplace la Constitution de 1923 par un nouveau texte qui institue un régime autocratique et concentre les pouvoirs dans les mains du roi. Le Wafd finira par triompher en décembre 1935 et obtient le retour à la Constitution de 1923. Au pouvoir en 1936, le Wafd confronte le roi Farouk comme il l'avait fait avec son père, pour le faire respecter les termes de la Constitution. Son gouvernement sera révoqué en décembre 1937. En février 1942, alors que les armées du général Rommel sont aux portes d'Alexandrie, l'Angleterre lance un ultimatum au roi Farouk pour imposer au gouvernement wafdiste, seul capable d'assurer la sécurité du pays. Le Wafd accepte d'assumer la responsabilité. Devant le péril nazi et fasciste, le Wafd choisit de s'allier à son ennemi traditionnel pour soutenir le monde libéral et démocratique. Un choix qui lui coûtera cher parce qu'il sera mal interprété et le Wafd sera accusé d'être arrivé au pouvoir soutenu par les baïonnettes anglaises. Au pouvoir en 1950, le Wafd restaure toutes les libertés individuelles supprimées durant les années de guerre. À la suite du coup d'État de 1952, le Wafd s'oppose à l'abolition de la Constitution, à la dissolution des partis politiques, au régime du parti unique et à la dictature nassérienne. Sous les régimes de Sadat et de Moubarak, le Wafd s'oppose à la Constitution de 1971. Il réclame l'abolition de l'élection du président de la République au suffrage universel et l'abolition des lois d'exception et de l'état d'urgence. Le Wafd, durant toute cette période aussi, a été le garant de la laïcité du système politique. Déjà, en décembre 1918, Zaghloul avait déclaré que tous les Égyptiens étaient égaux en droit et en obligation. Il met l'accent sur le caractère laïque du mouvement national, qui ne fait aucune distinction entre les citoyens pour des raisons confessionnelles ou ethniques. Les manifestations populaires scandent le slogan « La religion est à Dieu et la patrie est à tous ». Confirmant cet esprit d'union nationale, les Coptes qui auparavant ne participaient pas activement dans la vie politique du pays répondent à l'appel et se retrouvent en première ligne des manifestations et au premier rang de la vie politique et publique égyptienne. C'est ainsi que le comité exécutif du Wafd comprenait 9 Coptes sur 27. Malgré l'opposition du roi Farouk, Zaghloul fait appel à 2 Coptes pour former son ministère composé de 10 portefeuilles, nonobstant les réserves du roi Fouad, instituant ainsi une tradition que respectera son successeur Nahas jusqu'en 1950. Dès 1927, Makram Abed, brillant avocat copte, devient le secrétaire général du parti. Il restera pendant 16 ans le vrai penseur et théoricien de ce parti, tandis que son coreligionnaire, Wissa Wassef, est élu président du Parlement. En 1936, Nahas refuse la proposition du palais de faire couronner le roi Farouk qui succède à son père par le grand cheikh d'El Azhar et oblige le roi Farouk à prêter serment au Parlement devant les représentants du peuple souverain, seule source de son pouvoir. Nahas déclarera plus tard, en juillet 1937, répondant aux frères musulmans, « L'islam ne connaît pas d'autorité religieuse, il n'y a pas lieu de mêler la religion aux affaires de l'État. » Les gouvernements wafdistes de 1942 et 1950 se montreront fermes avec les mouvements intégristes naissants. Malheureusement, en 1984, le Wafd, revenu sur la scène politique après 32 ans d'absence, est acculé à commettre une erreur qui lui coûtera cher
en composant avec les frères musulmans pour participer aux élections législatives. Comme je l'ai mentionné, l'OAVD était conscient des problèmes sociaux de l'Égypte et malgré l'influence qu'exerçaient les grands propriétaires terriens au sein du parti, le parti n'a jamais hésité à prendre les mesures fermes pour rétablir la justice sociale et redistribuer équitablement le revenu national. Successivement, il abolit en 1924 la corvée, crée des coopératives agricoles, bâtit des hôpitaux et des dispensaires dans les campagnes, ouvre gratuitement les portes de l'enseignement scolaire, primaire, secondaire et moyen, libéralise l'entrée des académies militaires, introduit l'impôt général sur le revenu et sur les successions, fait voter le Code du travail et la loi autorisant la formation des syndicats ouvriers, émet la loi des assurances sociales et médicales, crée la banque industrielle qui a pour vocation de financer les industries naissantes. Des initiatives qui avaient pour but de réduire les grandes différences dans la distribution des revenus et des richesses suite à des vagues inflationnistes interrompues par une crise financière majeure, celle de 1930. Mais ces vagues inflationnistes étaient dues à 2 guerres mondiales durant lesquelles les Alliés ont utilisé l'Égypte comme base militaire et aussi en raison de la guerre de Corée qui a fait exploser les prix du coton, principale exportation égyptienne. Quoi qu'il en soit, les années d'après-guerre confirmeront l'hégémonie des États-Unis et verront le début de la guerre froide qui opposera l'Occident à l'Empire soviétique. Les États-Unis choisiront les dictatures militaires pour faire face aux dangers du communisme. C'est ainsi que se répandront les coups d'État militaires dans les pays d'Amérique du Sud, du Sud-Est asiatique, dans un nombre de pays africains et au Moyen-Orient. Égypte, Syrie, Irak, Yémen, des coups d'État, des révolutions qui mettront fin à l'expérience démocratique et libérale de certains de ces pays, comme l'Égypte, la Syrie et l'Irak, et aboliront les partis politiques. Certains de ces partis survivront dans l'ombre, dans les esprits et dans les cœurs. L'OAVD est un de ceux-ci. En 1984, 32 ans après sa dissolution, malgré les attaques véhémentes de la presse nationalisée et des médias contrôlés, en dépit des mesures injustes, spoliatrices et souvent brutales prises à l'encontre de ses chefs et de ses adhérents, le néo-OAVD réussit à ressurgir sur la scène politique. Mais sous le régime de Moubarak, l'OAVD ne rencontre pas les conditions qui lui permettent de s'exprimer librement ou de concourir équitablement contre le parti du président. Sa popularité se détériore. Les grands espoirs que le retour du OAVD a suscité chez de nombreux Égyptiens, espoir de pouvoir démocratiquement participer à la vie politique du pays et de se frayer une voie libérale, civile et laïque, ne se sont pas à ce jour réalisés. Mais ces espoirs demeurent toujours très vifs, car ils ne sauraient mourir. Merci. Merci à Mounir Abdelno pour ce rappel historique du travail et de l'histoire de son parti, des différentes périodes et différentes crises qu'il a traversées. Donc maintenant, je vais donner la parole à Dina Heshmat, qui est professeure assistante de littérature arabe à l'Université américaine du Caire et qui est en particulier spécialiste Elle a écrit un livre sur l'Égypte de 1919 vu à travers la littérature et les films. Dina, à toi la parole. Alors merci Alain, merci aux organisateurs du colloque pour l'invitation. Donc oui, c'est un livre et qui n'est pas encore fini, donc voilà. Aujourd'hui, je vais parler de la littérature comme d'un lieu où
s'articulent ou se sont articulés des discours alternatifs sur la révolution de 1919 en particulier. Et je vais plus précisément me concentrer sur 2 romans qui, à mon sens, réécrivent l'histoire de 1919 en s'éloignant de la thématique de l'unité nationale et en se centrant plus précisément sur les questions d'ordre social. Donc le premier roman, Kantara Lati Kafara, Kantara, un titre qu'on peut traduire comme Kantara l'infidèle, a été publié en 1966 par Mustafa Musharrafa. Et le second, El Faylaq, ou La Légion, donc c'est une référence au contingent égyptien qui était enrôlé de force dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale, Faylaq al-Amal el-Mesri en arabe. Donc El Faylaq a été publié en 1999 par Amin Izz Eddin. C'est son unique roman, je vais revenir dessus. Donc, alors même qu'ils ont été publiés à 30 ans d'intervalle, ces 2 romans articulent la révolution de 1919 en des termes très similaires. Ils remettent d'abord en question l'acception selon laquelle ce sont les classes sociales moyennes et supérieures qui auraient joué un rôle, ou qui est à l'exclusif de toute autre classe sociale, disons, auraient joué un rôle dirigeant dans le mouvement nationaliste. Et ils transforment en sujet de l'action des acteurs qui souvent sont réduits à l'état d'objet. Enfin, ces récits identifient la résistance, y compris la résistance armée, comme le seul moyen possible d'imposer le changement. Donc je vais d'abord clarifier ce que j'entends par le récit dominant sur 1919, comment je conçois le rapport entre histoire et littérature, et ensuite je vais examiner plus dans le détail les stratégies narratives de ces 2 textes, plus particulièrement l'intrigue, la perspective et les questions de langue également. Donc, comme l'a noté Alain, donc ma contribution aujourd'hui fait partie d'un projet plus large sur les représentations de 1919 dans la littérature et au cinéma, dans des textes publiés ou des textes, disons, des films présentés ou projetés entre 1924 et 2014. Et dans ce projet, je cherche à analyser le rôle joué par donc la littérature et le cinéma dans la formation, mais aussi la contestation d'un imaginaire dominant sur ce moment important de la lutte anticoloniale en Égypte. Donc d'abord, oui, alors on est ici, ça marche, très bien. Donc, dans les programmes scolaires et les médias, tout comme dans la plupart du matériel historiographique, la révolution de 1919 est présentée sous une trope d'unité nationale. Donc, selon ce récit, la révolution commence le 9 mars au Caire, après l'exil de Saad Zarloul, donc avec des manifestations qui protestent contre l'exil de Saad Zarloul, le leader du Wafd. Et le récit présente la révolution comme un événement très majoritairement pacifique qui se passe au Caire, dirigé par les personnalités du Wafd qui appartiennent pour la plupart aux classes moyennes et supérieures. Et ce récit insiste également sur l'unité de la nation, spécialement entre musulmans et chrétiens, et sur la participation de quelques centaines de femmes de l'élite. Donc, dans le programme d'histoire de 2016 que vous avez ici, comme il est résumé dans un manuel de terminale, Sanawiya Amma de 1919 est présenté comme la première révolution nationale, Thawra Qawmiya. Le chapitre est résumé dans l'illustration qui figure sur la page d'introduction ici. Donc, c'est un dessin de plusieurs personnes debout devant un drapeau avec le croissant et la croix. On a évidemment l'image de Saad Zarloul à la gauche, ensuite un homme et un adolescent qui portent un tarbouch, donc un fez qui indique qu'il s'agit d'Afandé, donc de personnes qui ont eu une éducation non religieuse, disons, pour aller vite, un religieux chrétien, un homme religieux musulman et 2 femmes dont l'habit indique l'appartenance aux classes moyennes ou supérieures. Donc les paysans ou les classes ouvrières ou les déshérités plus généralement sont mentionnés plus tard dans le chapitre, mais ils sont absents de l'iconographie introductive et je pense que cette absence en fait est révélatrice ou illustre de manière éloquente le postulat principal de ce récit historique. La mémoire de 1919 s'est transformée tout au long du siècle dernier maintes fois. Elle a été modelée, elle a été remodelée au gré des conflits sociopolitiques et culturels. Mon travail repose sur le postulat, et je vais citer l'historien Hayden White, pour qui les événements du passé sont conceptualisés sous forme d'un récit, d'un certain genre, et ce récit est à son tour le produit de la période dans laquelle il est écrit, avec ses dynamiques de classe et de genre, disons.
Et la lecture contextualisée que je propose est basée également sur la notion de Walter Benjamin, selon laquelle chaque présent invente son propre passé. Donc chaque présent invente son propre passé. Et dans ses thèses sur la philosophie de l'histoire, Benjamin disait que les images du passé qui survivaient sont celles que le présent pouvait reconnaître comme, je m'essaye à une traduction, comme faisant partie de ses propres préoccupations. Les deux récits dont je vais parler aujourd'hui sont un produit de la période post-nassérienne, donc après la défaite de la période post-Nasser, après la défaite de 1967. La guerre, évidemment, a été vécue comme une surprise douloureuse en Égypte et a mis à nu les carences du régime nassérien. Elle a eu des conséquences, et ici je cite le sociologue Richard Jacquemont, des conséquences donc contradictoires sur les rapports entre les intellectuels et l'État. D'un côté, elle a renforcé leur adhésion aux objectifs de la révolution de 1952, mais de l'autre, elle a affaibli la légitimité du régime et elle a conduit les intellectuels à demander le droit d'être consultés sur la manière de gérer la crise. Et fin de citation. De plus, la défaite de 1967 a été l'événement qui a défini la génération des années 60, qui a été élevée dans le cadre de l'État nassérien et dont la conscience politique et esthétique était formée par l'échec du projet nassérien plus tard. Donc en d'autres termes, cette génération, même si elle a été éduquée dans le cadre du projet nassérien, a remis en question l'habilité de l'État à diriger un projet de réforme. Cette désillusion, bien sûr, s'est approfondie après l'Infetah, ou ce qu'on a appelé l'application de réformes néolibérales qui ont commencé, ou libérales, ou avec l'application de lois qui ont aboli les acquis de ce qui a parfois été appelé la période socialiste. Alors même si Mostafa Mosharraf, donc l'auteur du premier roman que j'analyse, ne peut pas être techniquement, bien sûr, classé comme un membre de la génération des années 60, je le conçois comme un pionnier de cette sensibilité esthétique. La vie de Mosharrafa a souvent été éclipsée par celle de son frère aîné, que certains connaissent peut-être ici, Ali Mosharrafa, qui était appelé la Einstein arabe. Le jeune Mosharrafa a étudié la littérature et est réputé pour avoir, et je cite, tué pour l'Égypte pendant la révolution de 1919, une allusion au fait qu'il était sans doute membre de l'une des nombreuses organisations clandestines armées qui existaient à l'époque. Et Mostafa Mosharraf a mis près de 20 ans à écrire Kantar al-Ladhi Kafar. L'écrivain Youssef Idriss a déclaré qu'il s'agissait du plus beau texte écrit sur la révolution de 1919 après Aoudat al-Ruh de Tawfiq el-Hakim et Bin al-Asrin de Naguib Mahfouz. L'action donc se situe au Caire, dans ce qu'on appelle un rab'a. Donc un rab'a, c'est un grand bâtiment formé de plus petits appartements qui donnent sur une cour centrale. Donc dans le quartier populaire d'Arabdin, le roman tourne autour de la vie de son personnage principal, Shir Kantara. C'est un chômeur diplômé de l'Azhar et d'une jeune femme également, Sayeda, qui est sa voisine et occasionnellement sa femme de ménage. Au début du récit, plusieurs pages hilarantes montrent Kantara écrire une qasidat madih ou un panégyrique à un Basha Naguib Asim dans le but de la publier dans les pages de l'Ahram. Kantara a l'espoir qu'une fois publié, le Pacha, qui devrait rapidement être nommé Premier ministre, l'aidera à trouver un emploi. Il espère même que ce qu'il appelle le ministère ouavdiste va tomber et que Naguib Pacha sera nommé pour négocier avec les Britanniques. Mais son entreprise opportuniste échoue et il en est si désespéré, il est toujours sans revenu, qu'il envoie Sayed à travailler chez un bey aisé sans lui révéler qu'elle va en fait devenir travailler en tant que prostituée pour ce bey. La chronologie du roman, donc c'est la première chose que j'aimerais avancer, la chronologie du roman remet implicitement en question celle du récit dominant. Au début du récit, les manifestations de 1919, du printemps 1919, ont déjà commencé. Mais elles servent seulement d'arrière-plan à la vie de ces personnages marginalisés. Kantara ne s'intéresse pas du tout à ces manifestations. Au contraire, il attend impatiemment que le ministère ouavdiste tombe. Et alors ce ministère ouavdiste est probablement une référence au ministère qui a été présidé par Adli Yakan très brièvement entre mars et décembre 1921. Donc Adli Yakan était une des figures importantes du Wafd également, qui était parfois en conflit avec Saad Zarloum. Enfin ça c'est une autre histoire. Et plus tard l'un des fondateurs du parti Al-Ahrar al-Dusturiyin, les libéraux constitutionnalistes.
Donc c'est seulement pendant le second exil de Saad Zarloul aux Seychelles en octobre 1921, bon, parce que Saad Zarloul a été exilé 2 fois et ce deuxième exil a été plus long et plus dur que le premier, que Kantara commence à s'intéresser à la révolution, il va aux manifestations et il devient membre d'une organisation armée. Donc, il rejoint un groupe clandestin donc dirigé par un des habitants du Rob, Assi Mohammed, et participe donc à l'assassinat de soldats et officiers britanniques. Sa vie est intrinsèquement liée au mouvement, à tel point qu'il se suicide en 1924, après la démission de Saad Zarloul de son poste de Premier ministre, qui le plonge ainsi que ses camarades dans la déprime totale. Le roman se termine en 1927, après la mort de Zarloul. Si Mohammed et sa femme Hoda, qui est infirmière à l'hôpital Asr-Laini et qui a participé avec lui à l'organisation de manifestations, sont en deuil. Et le roman se clôt sur une phrase grandiloquente, totalement différente de l'humour décapant du début, il est inévitable, et je cite, que la génération présente s'en aille pour laisser place à une meilleure génération. Fin de citation. Donc ce roman présente, comme vous le voyez, les déshérités du Caire comme les acteurs et les héros de la Révolution. Leur action n'est pas décrite comme une simple réaction à l'exil de Saad Zarloul. Au contraire, l'arbitraire colonial est tangible dès le début du texte, où on voit Kantara dans un tram et il voit un officier, un soldat australien terroriser les femmes. Marginalisé par le système, le cheikh au chômage, qui s'entend constamment répéter que l'on n'a pas besoin de lui, car il y a déjà beaucoup trop d'enseignants d'arabe, est d'une certaine manière poussé à prendre les armes contre la puissance coloniale. Les raisons de la révolte sont donc esquissées comme sociales autant que politiques et les dynamiques de classe de la Révolution de 19 sont tout aussi importantes que son élan nationaliste. Le récit de Mosharraf peut être considéré comme l'une des premières tentatives de réécrire l'histoire de 1919 contre le grain de l'historiographie dominante. Plus de 30 ans plus tard, Amin Izzeddin publie El-Faylaq. Alors Amin Izzeddin est l'auteur d'une histoire de la classe ouvrière égyptienne qui porte sur son développement avant et après 1919. Il est également l'auteur d'un article sur ce qu'on a appelé en anglais l'Egyptian Labour Corps, publié dans la revue El Moussawar en mars 1969. El-Faylaq est son unique roman, publié 2 ans après le mouvement paysan de 1997. Donc 1997, il y a eu un large mouvement de résistance paysan qui était une réaction contre une loi qui abolissait des mesures prises dans le cadre de la réforme agraire nassérienne qui fixait la valeur des locations. Donc cette loi en 1997 soumet la valeur des locations à la loi de l'offre et de la demande et donc la conséquence directe, on a été l'expulsion d'après la sociologue donc Rimsa, de près d'1 million de personnes. Donc publié par une toute petite maison d'édition, El-Faylaq est un texte qui est resté presque inconnu du public et même des critiques. Il est situé entre 1917 et 1919. Et il compte les histoires de villageois enrôlés de force dans l'armée britannique en 1917. La plus grande partie du récit est basée sur leur stratégie de résistance et souligne la formation d'un sujet collectif. Dès le début de leur village, les villageois, tassés dans un train pour bétail, se dirigeant vers le nord, trouvent du réconfort dans leurs blagues et leur solidarité discrète. Quand ils arrivent finalement au camp de Qateya dans le Sinaï, Qateya, c'est ici. Et ils viennent du côté de... Donc Qateya, vous avez vu où je l'ai indiqué, et ils viennent du nord du delta, du côté de Midramr. D'accord ? Ils vont passer près de 2 ans de travaux forcés à nettoyer les rails, et ils inventent également de nouvelles stratégies d'adaptation. Tout en construisant ces stratégies, ils dépassent leurs divergences entre musulmans et chrétiens, entre familles et tribus ennemies. Et parmi eux, Morsi Atallah fait figure de héros. Il est à la tête de leur unité, il est leur raïs, leur leader. Il est celui qui leur conseille de dépasser leurs conflits. Il est celui qui met le feu au baraquement du camp après la mort de l'un d'entre eux sous les balles britanniques alors qu'ils tentaient de s'enfuir. La mort de ce dernier donc, marque un tournant dans le récit. Les villageois prennent conscience de leur destin potentiel. Ils abandonnent leur stratégie d'adaptation individuelle et adoptent des stratégies de résistance collective tout en évitant prudemment toute confrontation directe avec le pouvoir colonial de peur d'éventuelles représailles. Cette stratégie de résistance apparaît comme ayant totalement mûri à la fin du roman. Alors qu'ils sont de retour au village en 1919, debout avec les hommes de Qateya auprès des rails,
Morsi Atallah attend le signal pour faire sauter le train militaire britannique qui allait passer. Ainsi, dans la foulée de 1919, les hommes ont réussi à dépasser leur peur de représailles collectives et se forment en tant que sujet de l'action dans ce récit. La structure du récit présente la violence de la faim comme une conséquence inévitable, nécessaire de l'oppression. Plutôt qu'une explosion donc spontanée et chaotique, la violence est présentée comme le résultat direct d'années de privation et de souffrance. Ces acteurs ont été personnellement confrontés à la brutalité coloniale. Ils ont vu leurs amis tomber sous les balles britanniques, ils ont été eux-mêmes fouettés, ont souffert la faim. Leur réaction apparaît donc comme une réaction naturelle. La violence n'est plus l'apanage des Raourais. Donc les Raourais, c'est ce qui peut être traduit par la plèbe, la racaille, la populace, ou en termes plus contemporains, les voyous. Donc elle n'est plus l'apanage des Raourais. Au contraire, comme c'est souvent le cas dans les récits de 1919, elle est racontée sur un mode élogieux, laudatif et présentée comme le choix des héros, masculins en l'occurrence. Il est intéressant de noter que les femmes ne sont présentes dans ce récit qu'au début du texte, quand elles résistent physiquement les soldats qui sont venus emmener les hommes au front. Donc les femmes frappent, griffent, bousculent les soldats. Comme je viens de le montrer, Kantara, le premier roman donc, et El Faylaq, ce second roman, utilisent tous deux l'intrigue comme un élément central de leur stratégie de réécriture de l'histoire. Les questions ensuite de perspective et de langue sont d'autres éléments essentiels dans cette stratégie narrative. Kantara est entièrement raconté de la perspective des habitants d'un quartier populaire. Le cheikh Sayeda est un paysan de Haute-Égypte, Kamel el-Saïdi. Et le Faylaq est exclusivement raconté de la perspective des villageois. De plus, les deux romans racontent l'histoire des déshérités dans leur propre langue. Dans Kantara, à la fois le dialogue et la narration sont écrites dans le dialecte des classes populaires du Caire, avec un vocabulaire minutieusement ciselé. Moucharraf a réussi à faire de ce dialecte un langage poétique, plus particulièrement dans la première partie du roman, dans laquelle il plonge dans les idées de Cheikh Kantara dans le style du flux de conscience. Le projet littéraire de Moucharraf reflète donc la conscience aiguë qu'a l'auteur de son appartenance de classe, de ses personnages, et le lie à la question de la langue. Donc ce roman, ce que j'aimerais dire et réaffirmer, c'est que ce roman défie à la fois le contenu et la forme du récit dominant, tel qu'il est raconté en général de la perspective des classes moyennes et tel qu'on le retrouve dans des récits plus canoniques et plus connus, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. Par exemple, le premier tome de la trilogie de Naguib Mahfouz Bin el-Qasrayn. Dans El Faylaq, la plupart des dialogues sont en fait des conversations de groupe qui personnifient le rituel des conversations rurales ou Samar el-Rifi, comme le critique Mohamed Badawi l'appelle. Ce rituel a été identifié par plusieurs romanciers égyptiens et critiques comme une caractéristique centrale de la culture paysanne égyptienne, selon les termes de la critique littéraire Samah Selim, dans son analyse du roman El-Ard de Abdelrahman el-Shar'awi. Le récit collectif qui émerge du texte reflète la formation d'un sujet collectif, pour utiliser à nouveau les termes de Samah Selim. Le choix d'une voie narrative collective plutôt qu'individuelle reflète la tentative de Izzeddin de produire un récit de classe conscient sur 1919. Comme Kantara, et je vais conclure là-dessus, El Faylaq est le récit d'une transformation émancipatoire, si on peut l'appeler ainsi. Les hommes sont transformés de paysans passivement envoyés au front en acteurs actifs de la lutte anticoloniale. C'est en ce sens que les deux romans se distinguent de récits présentant les étudiants en droit caïrotes ou les pachas ou même les femmes des classes moyennes et supérieures comme les héros principaux et presque exclusifs de cette révolution. Malheureusement, ces deux récits restent marginaux dans le canon littéraire égyptien et arabe. Je vous remercie. Merci Adina de nous avoir donné cet éclairage. Je rappelle, c'est évident, mais c'est quand même bien à rappeler que dans les années 20-30, l'Égypte est à 80% rurale. C'est-à-dire que ce n'est pas le Caire, ce n'est pas Alexandrie, mais 80% de la population vit, et elle vit dans des conditions épouvantables. Et sans doute, un des échecs, peut-être qu'on y reviendra, de toutes ces tentatives entre 1919 et 1952, c'est l'incapacité totale à mener une réforme agraire. Et c'est-à-dire le maintien de facto, malgré les réformes ponctuelles qu'il y a ici, des situations totalement inégalitaires qui règnent dans les campagnes et qui aboutissent des fois à des mouvements insurrectionnels paysans, mais qui seront cassés durant cette période. Donc la dernière intervenante, c'est Anne-Claire
Bonneville, historienne, qui travaille à l'INELCO, qui a écrit plusieurs livres sur l'histoire contemporaine de l'Égypte et du Soudan, et qui va nous parler, va un peu aller au-delà de 1919 sur l'échec des tentatives de construction d'une démocratie libérale en Égypte. Merci. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui devant vous. Alors, la révolution de 1919, quand elle explose, quand elle se manifeste, c'est un mouvement totalement inattendu. Inattendu parce que, en fait, juste avant la Première Guerre mondiale, Lord Kitchener, qui est le représentant de la Grande-Bretagne en Égypte, a pris un certain nombre de mesures pour empêcher toute manifestation d'un esprit national. Et donc, un grand nombre de nationalistes ont dû quitter l'Égypte, d'autres sont en prison. Et la deuxième raison qui explique cette explosion inattendue, qui explique plutôt le fait qu'on n'attend pas cette explosion, c'est qu'il y a eu en Égypte des tensions communautaires très importantes à la suite de l'assassinat du Premier ministre Boutros Ghali en février 1910. Et donc, on n'imagine pas un instant que d'un seul coup, 4 ans ou 8 ans plus tard, l'ensemble de la population d'Égypte puisse se fédérer, se réunir pour demander quelque chose. Mais cet épisode de 1919, qui en fait se prolonge jusqu'en 1922, cet épisode s'inscrit dans une longue histoire, et c'est peut-être ce que j'aimerais essayer ici de vous montrer. Il y a eu une longue histoire de demande de la part des habitants d'Égypte d'une plus grande participation à la vie du pays. Ça commence en fait à la période du Khedive Ismaïl, donc on est au XIXe siècle, à partir de 1800, enfin il a régné de 1863 à 1879, et dans cette période de règne, en 1866, le Khedive Ismaïl va accorder une assemblée consultative. Alors ce n'est encore qu'une assemblée consultative, mais elle est importante parce que d'abord, elle vise à montrer que l'Égypte se modernise et dans une logique d'imitation des pouvoirs européens. C'était le grand projet du Khedive Ismaïl d'avoir une Égypte, disait-il, qui fasse partie de l'Europe à terme. Donc cette assemblée consultative s'inscrit dans ce grand projet. Et d'autre part, avec cette assemblée consultative, eh bien, le Khedive Ismaïl va pouvoir obtenir le soutien des notables. On est quand même en 1866, 10 ans avant l'octroi d'une constitution par le sultan ottoman, qui accordera une consultation en 1876 sous la pression internationale, et un parlement ottoman sera créé à ce moment-là, dans ce contexte, en 1876. Alors quand cette assemblée consultative est mise en place, eh bien, beaucoup imaginent ou y voient un moyen pour le pouvoir égyptien de faire pression sur la Sublime Porte pour obtenir l'indépendance. Et on voit quelques commentaires qui disent, voilà, il s'agit, je cite, par la consultation des délégués du peuple, de stimuler l'éveil de la conscience nationale. Donc un projet que l'on prête au Khedive Ismaïl. 10 ans plus tard, on est en 1876, l'Égypte va être plongée dans une période troublée par en fait des créances abyssales dont le pouvoir égyptien n'est plus en mesure d'assurer le remboursement, et cette période de crise va s'étendre jusqu'en 1882. Dans cette période, eh bien, il y a une demande de participation plus active à la vie politique, et en quelque sorte une demande de limitation du pouvoir du Khedive. Ces différentes demandes égyptiennes vont se rassembler derrière le personnage charismatique du colonel Ourabi Pacha, mais on a clairement parmi ces personnes qui demandent des modifications dans la vie de l'Égypte, ceux qui voudraient la mise en place d'un système de responsabilité des ministres devant la Chambre.
L'agitation va être en fait très importante dans le pays. Le pouvoir du Khedive est même contesté. Et dans ce contexte, eh bien, les Britanniques vont débarquer en 1882, en septembre 1882, pour rétablir l'ordre, pour restaurer aussi l'autorité du Khedive. Et l'Égypte va rentrer à partir de 1882 dans une longue période de silence. On a quelques voix qui vont s'exprimer, quelques voix nationalistes, je pense à Mustafa Kamil, mais il n'y a pas de mobilisation forte, il n'y a pas d'engagement collectif, d'où finalement le fait que cette révolution de 1919 soit une véritable surprise. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, et le premier intervenant l'a bien montré, le peuple va se mobiliser, le peuple tout entier se mobilise et va reprendre les mots d'ordre du WAFT. D'abord, la première demande, c'est celle de pouvoir faire entendre la voix de l'Égypte à la conférence de la paix, à l'instar d'autres populations apparemment moins organisées, moins avancées, moins conscientes aussi de former une nation que ne peut l'être l'Égypte au même moment. Population, hein, on voit dans les documents diplomatiques français, par exemple, qu'il est fait référence au peuple avec un S, peuple de langue arabe d'Asie. Ces peuples de langue d'arabe d'Asie sont invités à Versailles, mais l'Égypte ne l'est pas. Donc il y a une première demande qui est juste de pouvoir se rendre à Versailles. Et finalement, cette demande va évoluer en une demande d'indépendance pour l'Égypte, puisque l'Égypte est sous protectorat, vous l'avez évoqué au démarrage, sous protectorat depuis décembre 1914, protectorat britannique, ce qui a été une décision unilatérale prise par les Britanniques, mais c'est pour les Égyptiens une régression en termes de souveraineté. Notamment, ils perdent la présence d'un ministre des Affaires étrangères, puisque c'est le représentant britannique qui, dorénavant, accapare cette fonction. Alors, la mise en place de ce protectorat a été acceptée qu'à un quart par les responsables politiques, parce qu'on est dans les circonstances de la guerre, mais il est évidemment compris par ceux-ci que ça ne se prolongera pas au-delà. Donc la population d'Égypte va se mobiliser derrière le mouvement du WAFT, et on a à ce moment-là véritablement une nation qui se rassemble, une nation qui va s'exprimer. Et ce moment qu'on appelle la révolution de 1919, mais qui, une fois de plus, va se prolonger jusqu'en 1922, ce moment de révolution de 1919 est un moment très important dans le récit national égyptien qui peut avoir des formes, vous nous l'avez montré, différentes. Saad Zaghloul incarne à ce moment-là le combat des Égyptiens, c'est l'icône du combat national, on l'appelle même le père du peuple égyptien. Naguib Mahfouz a indiqué à un moment donné, quand il parlait de son enfance, qu'il a grandi dans une maison, je cite, une maison où le nom de Saad Zaghloul était prononcé comme celui d'une divinité. D'où l'importance de ce moment de mobilisation en 1919 jusqu'en 1922, février 1922, où finalement les Britanniques cèdent face à la pression des Égyptiens et ils vont accorder à l'Égypte son indépendance assortie de 4 réserves. On nous les a mentionnées tout à l'heure. La déclaration à l'Égypte, en fait, ne modifie pas sensiblement la présence britannique en Égypte. C'est un répit pour les Britanniques, en tout cas, le fait d'accorder une indépendance de jure à l'Égypte. Pour les Égyptiens, c'est une satisfaction très importante, mais qui est peut-être surtout largement symbolique. Cette indépendance va cependant ouvrir un nouveau moment dans l'histoire de l'Égypte. C'est le moment de l'expérience de la démocratie qui nous réunit finalement aujourd'hui. C'est le thème qui nous réunit aujourd'hui dans ce colloque. On a de nouvelles institutions qui sont mises en place par la Constitution de 1923 qui institue
on pourrait faire une comparaison et dire qu'on a un régime parlementaire de type orléaniste qui se met en place en Égypte à ce moment-là. On a donc un monarque, un roi, qui le premier est le roi Fouad, et puis on a un parlement bicaméral avec une chambre des députés qui est élue au suffrage universel, masculin, direct, dans le cadre d'élections pluralistes. Parce qu'il n'y a pas que le Wafd, il y a d'autres partis sur la scène politique égyptienne, même si le Wafd est le parti majoritaire, le parti le plus important. Mais cette expérience presque unique dans l'histoire de l'Égypte, et qui prend fin en 1952, et pour ma part, je ne la ferai pas finir en juillet 1952 avec le coup d'État, mais plutôt en janvier 1952, juste après l'incendie du Caire, puisqu'après l'incendie du Caire, finalement, la Chambre des députés est renvoyée et les élections sont reportées sine die, et il n'y aura pas de nouvelles élections à la Chambre jusqu'au départ du roi Farouk en juillet 1952. Cette expérience, elle se heurte à 3 écueils que je voudrais rapidement présenter, mais le premier a déjà été évoqué, c'est l'ambition du roi ou peut-être la rivalité du roi et du Wafd qui nourrissent tous les deux des conceptions très différentes sur le rôle du souverain dans les nouvelles institutions. On a d'un côté un souverain, le roi Fouad, dont le caractère autoritaire n'a cessé de s'affirmer depuis qu'il arrive au pouvoir en 1917. Et de l'autre côté, on a un parti Wafd, et pour reprendre une formule de Thiers, un Wafd pour lequel le roi doit régner et non pas gouverner. Et donc, on a, vous le voyez tout de suite, une divergence fondamentale dans la lecture des institutions. Le Wafd va se poser en défenseur du régime parlementaire et il va manifester dès 1924 une franche hostilité à l'égard des ambitions royales, ce qui va entraîner en fait une confiscation du pouvoir par le roi et son entourage à 3 reprises pendant les 13 ans de règne du roi Fouad sous la Constitution. Une première confiscation en 1925, une seconde en 1928 et une plus longue entre 1930 et 1934. Le deuxième écueil de cette période de démocratie, c'est la permanence de la présence britannique en Égypte et le rôle que le représentant de la Grande-Bretagne entend continuer à jouer dans la vie politique de l'Égypte. Et ce jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et même au-delà, jusqu'en 1946. Les représentants de la Grande-Bretagne vont venir s'immiscer dans le jeu politique égyptien, vont faire pression et ne vont pas laisser les Égyptiens organiser leur vie politique. Alors effectivement, on a déjà vu que cette vie politique, elle était déjà un peu compliquée au démarrage. Elle se complique encore plus avec l'intervention des Britanniques qui en fait ont souhaité à travers la Constitution de 1923 armer des luttes durables entre les Égyptiens, entre le roi et l'élite libérale pour être les arbitres de ces luttes ou faire rechercher leur alliance et rester des éléments indispensables à la vie politique de l'Égypte. Le troisième écueil, c'est que l'on a un parlement non représentatif en Égypte. D'abord, première raison de ce parlement non représentatif, il y a une incapacité des partis à intégrer les nouvelles forces sociales qui émergent en Égypte dans l'entre-deux-guerres en lien avec l'urbanisation, l'industrialisation et le développement de l'instruction. On a en fait, pour le Wafd, mais pour les autres partis également, des partis de notables qui sont très fermés. On le voit d'ailleurs dans la très grande stabilité des cadres de ces partis. Et la classe moyenne urbaine, qui a des attentes propres, distinctes,
de celle des notables qui sont des grands propriétaires terriens ou de la masse rurale plutôt illettrée, cette classe moyenne urbaine ne peut pas se faire entendre dans le cadre des partis de gouvernement existants. Et cette classe moyenne remet vivement en cause la répartition du pouvoir et l'organisation de la société. Ce Parlement, il est également non représentatif parce que cela tient à la manière dont il est élu, en fait. Il y a une grande part de pratiques clientélistes, de corruption, et finalement la procédure électorale est largement dévoyée de manière à assurer la perpétuation de la domination d'un groupe sur l'ensemble de la société, essentiellement en fait le groupe des grands propriétaires terriens. Cette constitution de 1923, en définitive, elle offre un cadre de gouvernement techniquement complet, mais elle n'est pas issue d'un compromis politique et social qui en aurait assuré l'assise. Et cette première expérience de citoyenneté pour les Égyptiens est finalement un échec. Les Égyptiens ne sont pas plus associés à la vie du régime qu'à sa naissance. Et en 1952, lorsque le régime est renversé, le plus grand nombre va tourner la page presque sans regret de ce parlementarisme sans démocratie. Je vous remercie. Bien, merci pour ces éléments, ça ouvre la discussion. Je voudrais rajouter deux remarques. Il faut bien comprendre que cette période qui va de 19 à 52, qui est marquée par la présence britannique, je veux dire, on a une présence britannique dont on a du mal aujourd'hui à imaginer la violence. C'est-à-dire, l'Égypte est occupée depuis 1882, ça commence par le bombardement par la flotte britannique d'une ville, Alexandrie, avec des centaines de morts. Et toute la période qui va de ça à 1952, c'est une violence permanente de l'armée. Ce n'est pas seulement une capacité de manipuler les forces politiques, c'est une violence permanente qu'on ressent non seulement dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Il y a des récits, si vous avez un jour l'occasion de lire, il y a un grand écrivain gréco-égyptien qui s'appelle Tsirkas, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Cité à la dérive. Il a écrit une série de nouvelles qui s'appelle L'homme du Nil, que vous trouvez, je crois que c'est publié chez Gallimard. Il y a des scènes de représailles menées par l'armée britannique où ils massacrent des villages entiers. C'est des faits historiques, ça. Et la haine pour les Britanniques, on a du mal à imaginer quelle est la haine pour les Britanniques qu'il y a dans le peuple égyptien, toutes couches sociales confondues. Et ça, évidemment, ça joue un grand rôle. Et vous avez évoqué à juste titre l'épisode de 1942. Pour nous, en 1942, c'est la Seconde Guerre mondiale. L'ennemi, c'est l'Allemagne nazie. Et on comprend tout à fait que les Britanniques, ils aient renversé un gouvernement qui avait l'air plutôt sympathisant des Allemands et qu'ils aient mis en place le WAFT. Mais placez-vous à la place d'un Égyptien. C'est incompréhensible. L'ennemi, ce n'est pas l'Allemagne. L'Allemagne, elle est loin. L'ennemi, c'est les Britanniques. Et je crois que le WAFT ne se relèvera jamais vraiment, comme vous avez dit, de cette imposition. Enfin, il ne se relèvera pas. Il se relèvera en partie, puisqu'il va être au gouvernement. Mais ça va être un coup très dur à son image. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est quand même de bien comprendre que la question nationale, elle est liée à la question sociale. Et que quelque part, la mobilisation, notamment dans les campagnes, quand elle se fait à la fois contre la présence britannique, mais elle se fait aussi pour la réforme agraire, contre les grands propriétaires fonciers, etc. Ce qui fait qu'un certain nombre de forces politiques égyptiennes sont dans une situation ambiguë, parce qu'elles ne veulent pas, enfin une partie ne veut pas cette révolution sociale, ne veut pas ce changement des rapports dans les campagnes. Et donc là aussi, ça pèse évidemment sur le mouvement national. Bon, on a jusqu'à encore 3 quarts d'heure, donc ce que je propose, je pense que chacun des intervenants aura envie de réagir à ce que l'autre a dit, mais peut-être qu'on prenne 2-3 questions de la salle d'abord, et ensuite je vous redonne la parole. Est-ce qu'il y a des questions Madame, là-bas.
Non, 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 prenez le micro parce que... C'est tout. Je souhaiterais connaître le nombre d'habitants en Égypte en 1919 et je crois 80% de ruraux. Bon. Et le nombre de ces habitants lors de l'histoire nassérienne, là, quand il y a eu quand même... Parce que c'est quand même... On connaît aujourd'hui la population, enfin, approximativement. Donc j'aimerais connaître un peu l'évolution de cette population dans le temps, dans ces deux moments importants. Oui. Merci. D'accord. Peut-être on prend plusieurs questions. Oui, devant... Je crois que pour vraiment aborder la problématique essentielle, c'est-à-dire l'avortement de la démocratie dans le monde arabe, et surtout à partir de 1919 en Égypte, il faut essayer de formuler la problématique autrement. Donc j'ai quelques remarques. D'abord sur le WAFD. Le WAFD a été fonctionnel et presque nécessaire en 1919 et juste après. Mais avec le temps, il n'a pas su se réadapter avec une autre période avant, c'est-à-dire contre les Anglais, c'était ce qu'on appelle d'habitude l'imaginaire nationaliste, avec tout un récit, etc. Et il a assumé sa tâche comme il faut. Mais juste les années 20 et 30, il n'a pas pu se renouveler. Et ça, on le trouve à travers, par exemple, le syndicat des ouvriers au début des années 40, les associations des étudiants, et même une alliance entre les ouvriers et les étudiants de cette époque qui a été relatée par plusieurs penseurs à l'époque. Donc, cette transformation de l'imaginaire, qui n'est plus un imaginaire nationaliste, n'a pas trouvé dans le WAFD une réponse adéquate. En ce qui concerne la littérature, je crois qu'il y a il y a autres romans plus importants. Moi, je choisirais d'abord Aoudat al-Ruh de Tawfiq al-Hakim, parce que c'est un roman qui vise loin. C'est lui qui a utilisé une partie essentielle de l'Égypte, les origines pharaoniques de l'Égypte, qui étaient plus ou moins négligées, et à travers le dialogue entre le narrateur et le lieutenant anglais, on sent cette importance. Donc, c'est une dimension qui va devenir de plus en plus importante dans le mouvement politique et littéraire. Et ça, c'est un roman essentiel. Peut-être Al-Qantara, mais son importance, c'est qu'il a été écrit en dialectal égyptien. Mais je ne trouve pas une forme artistique distinguée. L'autre roman, c'est Naguib Mahfoud. Naguib Mahfoud, parce que lui, il a parlé de l'Oufd, qui était omniprésent, mais il a terminé par un point d'interrogation. On ne sait plus, c'est-à-dire la tâche de l'Oufd est terminée et on est devant le germe du mouvement des frères musulmans et des socialistes ou bien de la gauche, sans choisir. C'était ça le désarroi de l'héros Kamel. Donc je veux dire que quand on essaye de reprendre quelles sont les causes de cet échec, moi je trouve il est très important d'insister sur le germe d'une bourgeoisie nationaliste en Égypte qui accompagnait 1919 et surtout qui va se cristalliser avec le projet de Talat Harb qui a joué un rôle essentiel dans l'essor économique et qui a défendu aussi le libéralisme à travers le système démocrate, même représentatif. Merci. Encore une question, monsieur.
Ma question est peut-être un tout petit peu hors sujet parce que pas directement axée sur la révolution de 1919, mais après avoir entendu cet exposé très clair sur l'historique du parti Wafd, ma question est quel est le rôle aujourd'hui du parti Wafd en Égypte? A-t-il encore un rôle? Bon, je vais passer la parole. L'idée, c'est quand même pas d'avoir l'essentiel du débat sur la situation actuelle, parce que ça va nous amener très, très loin, mais vous pouvez répondre. Donc, je vous donne d'abord la parole pour répondre aux différentes interrogations. Écoutez, je vais réagir à ce qui a été dit ici et quelques questions qui, je suppose, m'ont été adressées. Quand on mentionne Thiers, qui a dit que l'Ouavd voulait que le roi règne et ne gouverne pas, c'est... Oui, oui. Très bien. Enfin, elle n'est pas déformée. La constitution égyptienne de 1923 a été copiée sur la constitution belge. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il y avait une référence, il y avait un conflit entre l'Ouavd et le roi, on se référait à un juge belge qui était un juge de la cour mixte ou des tribunaux mixtes pour trancher le différend. Et la constitution belge veut que le roi règne mais ne gouverne pas. Donc l'Ouavd n'a rien inventé du tout. Il lisait le texte de la constitution et demandait son application dans son esprit et dans sa lettre. Ensuite, vous avez dit que le Parlement n'était pas représentatif. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que le Parlement de 1950, qui était le dernier Parlement élu démocratiquement, son analyse sociologique ne dit pas ce que vous avez dit. C'est-à-dire le nombre de grands propriétaires terriens dans ce Parlement en particulier était limité. Et en fait, et je réponds à monsieur qui a dit que le Wafd n'a pas su s'adapter, oui, si on lit tout ce qui a été écrit après la Révolution de 1952, vous avez parfaitement raison. Mais seulement si, encore une fois, on regarde le Wafd de 1950 avec le poids que l'aile gauche du Wafd, qui était extrêmement active et qui s'appelait Talia al-Wafdiyya, qui était presque communiste, qui était très à gauche et qui représentait un poids réel politique à l'intérieur du parti. Je pense qu'on ne dirait pas que le Wafd n'a pas su s'adapter, que le Wafd s'est fait devancer par d'autres mouvements, et en particulier le mouvement des officiers libres qui étaient en accord avec les frères musulmans d'une part et avec le parti socialiste, ou Masr al-Fatah, qui était un parti fasciste au départ. C'est un fait et le résultat est là où on est aujourd'hui. Je serais beaucoup plus prudent en disant que le Wafd n'a pas su s'adapter. Finalement, que l'Égypte ou les Égyptiens n'ont pas eu de regret pour le parlementarisme de 19 à 52, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je vous demanderai de regarder ce qui est arrivé le jour où Nahas, et malgré un système dictatorial extrêmement difficile et dur, ce qui est arrivé le jour où Nahas est décédé et que vous avez eu 5 millions d'Égyptiens dans les rues en train de scander des slogans pour justement pleurer cette démocratie mourante. Je vous demanderai aussi de regarder ce qui est arrivé en 1977, toujours sous une dictature pure et dure, le jour où le Wafd est retourné sur la scène politique, pour quelques mois d'ailleurs, parce que Sadat n'a pas pu le supporter plus que quelques mois, ou quelques semaines même. Il y a eu plus de 3 millions d'Égyptiens qui ont accouru pour présenter leur adhérence à ce parti et à ses principes. Donc, je serai plus prudent et je remarquerai que toute la littérature qui a été écrite
après 1952, sur l'histoire du WAFT, pardon, sur la révolution de 1919 même, que la charte nationale qui a été émise en 1962 a même critiqué la révolution de 1919 en la jugeant de grand échec et de... Je serai plus prudent. Pour répondre au rôle du WAFT d'aujourd'hui, enfin, j'aurais voulu ne pas répondre à cette question, mais je répondrai quand même. Je ne pense pas que les partis politiques, au jour d'aujourd'hui, ont un grand rôle à jouer. Anne-Claire Bonneville, et d'abord sur le nombre d'Égyptiens, parce que c'est effectivement une donnée très importante. Alors, on a des recensements tous les 10 ans à partir de 1897 en Égypte. On commence à un peu moins de 10 millions d'Égyptiens en 1897. On est à 9 800 000 Égyptiens. Au moment de la Première Guerre mondiale, on est à peu près 1914, on est à 13-14 millions d'Égyptiens. On est presque à 100 millions à l'heure actuelle. J'ai pas le chiffre en tête de 1967. En 52, une vingtaine de millions d'habitants, donc 52. Hein. En 52, on était 22 millions. En 1973, on était 40. Ouais, voilà. Alors, pour évoquer la formule de Thiers, je n'ai fait que présenter les deux points de vue. Je ne conteste pas du tout que le WAFT ait une lecture de la Constitution, qui soit une lecture très rigoureuse à la lettre de la Constitution. Je dis juste qu'on a un problème qui fonctionne mal parce que le roi veut en faire une lecture complètement différente et que du coup, il y a quelque chose qui va coincer et le roi va récupérer à 3 reprises le pouvoir sur la période où il règne. Vous parlez d'un parlement de 1950 qui restera donc en fonction jusqu'en janvier 1952, qui est plus représentatif que les autres. Globalement, sur la période 1924, premier parlement, jusqu'en 1950, on n'a quand même pas une représentation. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que dans le régime suivant, qui n'est pas du tout un régime démocratique pluraliste, hein, je vous le concède tout de suite, mais il y a eu le souci de Nasser d'avoir une représentation obligatoire au Parlement des ouvriers et des paysans qui n'étaient pas représentés ou pas suffisamment représentés dans les parlements de la période précédente. Hein. C'était pour contrer finalement... C'est vrai qu'il était aussi proche de Tito. Quant au fait que le régime est abandonné sans regret, je regarde la situation en 1952 et clairement, il y a des évolutions entre 1952 et l'heure actuelle. Évidemment, on a revisité le passé, revu les choses différemment. Mais en 1952, si je ne m'abuse, personne ne pleure le départ du roi. Personne ne pleure le changement qui est en train de s'opérer en Égypte. Il n'y a pas de regret sur le système qui existait jusqu'alors, avec sans doute l'espoir d'avoir quelque chose qui fonctionne mieux, qui soit plus inclusif, sans doute. Et je voudrais faire une dernière remarque sur la question qui a été posée sur la capacité du WAFT à se réformer. Je voudrais juste évoquer le fait que lorsque le WAFT n'est pas au pouvoir, et ça arrive en fait très souvent sur la période de la monarchie, où il a été la plupart du temps exclu du pouvoir, il a une politique de surenchère en fait, qui est très importante par rapport aux autres partis, de surenchère notamment dans les négociations avec les Britanniques, pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il est clair que le parti qui va réussir à obtenir un accord avec les Britanniques, qui verra les Britanniques partir, ce parti-là, il aura un succès phénoménal dans la population. Et donc, il y a une surenchère pour empêcher les autres partis d'obtenir cet accord. Et lorsque le WAFT revient en 1950 au pouvoir et qu'il réengage des négociations avec les Britanniques,
eh bien, en fait, il est un peu pris à son propre piège. C'est-à-dire qu'il est obligé d'exiger des Britanniques des choses qui sont celles qu'il a exprimées dans les périodes où il n'était pas au pouvoir. Et les Britanniques ne sont pas prêts à faire les concessions que le WAFT demande. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à une incapacité à trouver en 1951 un accord, et que c'est la fuite en avant avec la dénonciation du traité de 1936 qui entraînera ensuite les violences dans la zone du canal de Suez, l'attaque à Ismaïlia du commissariat, et le lendemain l'incendie du Caire. Voilà. Juste un mot avant de passer la parole à Dina Eshmat. C'est vrai qu'en 50-52, comme vous l'avez dit, il y a la montée au sein du WAFT d'un mouvement d'une tendance d'extrême gauche qui va jouer un rôle très important, notamment dans la lutte armée contre le canal. C'est aussi un élément qu'on a oublié. C'est en gros entre 51 et 52 jusqu'en janvier 52, il y a des guérillas menées par à la fois l'aile gauche du WAFT, les communistes, les frères musulmans, etc., contre les Britanniques. Et ça a joué évidemment un grand rôle. Il faut bien comprendre que le WAFT n'est pas un parti au sens européen actuel du terme, quoi. C'est un grand conglomérat où il y a des forces différentes, et à certains moments, il a effectivement représenté ce désir du peuple égyptien d'en finir avec la présence britannique, y compris en utilisant la violence que la direction du WAFT, en principe, ne voulait pas, quoi. Dina Eshmat. Ok, je vais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites ici. La première chose, donc je répète que je ne suis pas historienne, je fais de la littérature, j'essaye d'analyser de la littérature, ou du moins c'est mon ambition. Mais au travers de ce travail sur 1919, j'ai été amenée à lire beaucoup d'ouvrages d'histoire, des documents, des ouvrages d'historiens. Et donc, il y a plusieurs choses par rapport à ça que j'ai découvert des choses. Malgré le fait que je suis égyptienne, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Je me suis demandé pourquoi il y a tant de choses que l'on ne sait pas sur 1919. Et l'une des premières choses que je voudrais souligner par rapport à ça, c'est la question de la violence qui vient d'être soulignée par Alain. La violence, moi j'ai découvert l'ampleur de la violence en 1919. C'est-à-dire en 1919, l'aviation britannique bombardait les foules, en particulier dans les provinces de Asyut et de Fayoum. Les foules étaient bombardées, et des villages ont été bombardés, des villages entiers ont été brûlés, ont été pillés. Et je voudrais ici faire référence à deux pièces de théâtre de Leila Soleiman, Hawa al-Hurriya et Zigzig, qui ont été jouées là dans les années passées, et toutes les deux pièces font référence au viol systématique de paysannes égyptiennes dans les villages de Badrachin, de Nazlet al-Shobak, de l'Azizeya, dans la province de Giza en particulier, par des soldats de l'armée britannique, dans le cadre d'une politique qui semblerait, donc c'est pas sûr, ça c'est aux historiens de le déterminer, donc c'est pas sûr est-ce que c'était une politique de représailles collectives ou non, mais c'est des choses qui se sont passées, c'est des choses qui ne sont pas inscrites dans notre mémoire collective de 1919. Ce qui est inscrit dans notre mémoire collective, j'y reviendrai plus tard. La deuxième chose que je pense qui n'est pas non plus vraiment inscrite dans notre mémoire collective, c'est la question des dynamiques sociales, alors même qu'elles ont été très importantes en 1919. Oui, d'après ce que j'ai lu, il y a eu des instances d'attaque contre des propriétaires terriens égyptiens, donc par des paysans pendant 1919. Il y a eu des vols de bétail, il y a eu des tentatives aussi d'autogestion et d'auto-organisation dans plusieurs petites villes, dont la ville de Zefta dans le delta, mais ça, c'est une autre histoire. Et il y a eu aussi, parce qu'on est en train de parler d'expériences démocratiques, des expériences très démocratiques qui sont passionnantes et fascinantes. Quand on lit les témoignages sur les assemblées générales qui se tenaient dans la mosquée d'Al-Azhar et qui rassemblaient des dizaines de milliers de gens au nez et à la barbe des troupes coloniales qui encerclaient donc la mosquée, donc les étudiants qui étaient à l'intérieur réussissaient quand même à faire rentrer les gens à l'intérieur, et donc une unité, un dépassement des
des divergences conventionnelles avec, par exemple, un orateur qui était très connu à l'époque, le Komos Sergios, qui lui était un prêtre, qui était un orateur connu, Fel Azhar, et également des femmes qui ont fait des discours dans d'autres mosquées du Caire, etc. Donc, sur les tensions confessionnelles, et donc je voudrais venir sur ce que vous avez dit, oui, 1910 a connu des grandes tensions confessionnelles, et donc 1919 était un moment, oui, d'unité nationale, où toutes ces tensions confessionnelles ont été dépassées, etc. Mais en même temps, ça n'a pas non plus été, c'est pas blanc et noir, disons, enfin, je pense, c'est-à-dire qu'il y a un roman d'Ahmed Mourad qui est paru récemment en 2014, donc sous le titre 1919, donc d'aucuns pourraient me dire qu'il s'agit d'un roman commercial qui n'est pas intéressant, etc. Mais ce n'est pas de ça exactement que je veux parler ici. Il parle, un des personnages principaux de ce roman est une femme arménienne qui habitait donc le Caire à l'époque et dont les parents sont morts dans une épidémie. Elle vit dans des conditions un peu dramatiques, est obligée de se prostituer et à un moment donné doit fuir le lieu où elle habite. Et donc elle a peur des foules, donc il y a des foules nationalistes et le chapitre est donc raconté de son point de vue et elle a peur de se faire identifier en tant qu'arménienne. Et en fait, dans le roman, il raconte un épisode que j'ai retrouvé après dans les mémoires d'un cheikh qui s'appelle Abdelwaheb el-Najjar, si je me souviens bien, qui raconte que, alors même qu'il y a effectivement des membres de la communauté arménienne qui ont participé aux manifestations avec des membres des communautés grecques, italiennes, etc., une présence aussi de la communauté juive en Égypte, il y aurait eu un incident, un homme arménien aurait tiré sur une manifestation d'une fenêtre. Les manifestants seraient montés donc dans un tas, ils auraient tué l'homme arménien, ils l'ont jeté par la fenêtre. Et donc ensuite, il y aurait eu des sentiments parfois anti-arméniens dans la rue. Donc ce que je veux dire, c'est que à la fois c'était un moment fascinant, mais c'est aussi c'était pas blanc et noir. C'est aussi un moment de tension, de conflit, de peur, de sang, de tout ça, qui a duré beaucoup plus longtemps qu'on le pense. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous sur la question de la chronologie. Enfin, 1919, ce n'est pas le printemps 1919. Ça a duré, ça a commencé bien. Ça a commencé, il y a des historiens qui disent qu'en 1918, il y avait déjà un large mouvement de rébellion dans les campagnes en Égypte. Évidemment, en 1921, il y avait des manifestations grandioses pour quand Saad Zarloul est revenu de son premier exil. Quand il est revenu de son second exil, il y a des images documentaires très très belles de ces moments-là. Donc, et je vais terminer sur les romans de Aoudet el-Rouh et Ben el-Asrin qui, je suis d'accord bien sûr avec vous, on peut les lire comme une traduction littéraire, disons, de la conscience bourgeoise émergente, qui est bien sûr magnifique. Enfin, ces deux romans font l'objet d'un autre chapitre de mon livre sur lequel je ne me suis pas étendue aujourd'hui, puisqu'ils ont été écrits à un autre moment, disons, de l'histoire, et ils ont été écrits de la perspective, à chaque fois, de deux personnages qui, tous deux, appartiennent à la classe moyenne ou supérieure. Mohsen dans Aoudet el-Rouh est le fils d'un grand propriétaire terrien, et même si les événements, s'il y a des scènes dans Aoudet el-Rouh où l'on voit, par exemple, des personnes, des classes, disons, défavorisées dans la ville, dresser des barricades dans la ville et se battre militairement, ces scènes ne sont pas l'essence, ne sont pas le cœur du roman. Ce qui est le cœur du roman, effectivement, c'est la formation, l'expression de la formation d'une idée nationale de l'Égypte, le lien avec le pharaonisme pour le cas de Tawfiq el-Hakim. Pour le cas de Fahmi, il est un étudiant dans l'école de droit, donc c'est l'élite à cette époque-là, l'élite de la nation, l'école de droit, etc. Et encore une fois, les événements sont racontés exclusivement dans Ben el-Asrin, presque exclusivement de son point de vue. Et donc, moi, l'hypothèse que je formule, c'est que ces romans, qui sont bien sûr des romans magnifiques, ont contribué à la formation de notre imaginaire national sur 1919. De manière différente selon les périodes politiques, parce qu'on peut remarquer que le roman de Ben el-Asrin, je vais terminer là-dessus parce que je ne veux pas m'étendre trop longtemps, que le roman de Ben el-Asrin, quand il a été
disons, adapté à l'écran, le film a fait des changements dans l'intrigue absolument spectaculaires, où Fahmi est devenu un militant armé, où les femmes occupent beaucoup de place à l'écran, alors que les manifestations féminines ne prennent... Il n'y a qu'une courte allusion dans le roman de Ben el-Osri. Donc ce que je veux dire, c'est simplement une invitation à réfléchir à la manière dont ce moment de 1919 a été façonné très différemment selon les périodes, et comment en fait ces œuvres importantes nous ont habités. Enfin, moi, avant de commencer ce travail, j'étais principalement habitée par la vision de Naguib Mahfouz et de Tawfiq el-Hakim, comme beaucoup d'autres gens, je pense. Merci. Merci. Juste un mot pour vous dire que Dina Heshmat a écrit sur 1919 un article pour Orient 21 que vous retrouverez sur justement cette vision de la littérature et du théâtre sur 1919. Alors, on va reprendre une série de questions. Monsieur devant. Ouais. Enfin, monsieur. Non, moi, je voudrais juste dire un mot en complément à ce que disait Dina Heshmat. Je pense que vous ignorez tous que le poète Cavafy, le poète d'Alexandrie, dont on dit qu'il est étonnant qu'il ne se soit pas du tout intéressé à l'Égypte, qu'il n'ait parlé que de l'Antiquité. Eh bien, il y a un poème qui fait partie des inédits, mais des inédits qui sont publiés, un très beau poème qui raconte la pendaison d'un jeune Égyptien à la suite de cette révolte qui a eu lieu dans le delta, où un officier anglais avait été... Denchwai. Voilà, et donc il y a un poème très très beau de Cavafy. Un petit mot pour dire, la représentation d'un parlement, si on la mesure au nombre des ouvriers et des paysans qui y sont, je pense qu'aucun parlement français n'a été vraiment très très représentatif. Oui, monsieur. Alors moi, ma question s'adresse plutôt à Madame Gueffier-Bonneville. En 1919, l'Égypte, bien qu'elle soit administrée par les Anglais, dépend, enfin en tout cas fait partie intégrante de l'Empire ottoman. Plus du tout. Mais jusqu'en 14, d'accord. Mais est-ce qu'il y a une position officielle de la Sublime Porte vis-à-vis de cette révolution-là et vis-à-vis de l'Égypte en 1919 ? Non. D'accord. Et la deuxième question que j'aurais à vous poser, c'est, vous avez beaucoup parlé des Anglais et la France dans tout ça. Est-ce que la France a des représentations diplomatiques en Égypte ? Quelles sont-elles ? Est-ce qu'elles accompagnent cette révolution ? Voilà, toutes ces questions. Merci. D'autres questions ? Juste une remarque. Alors, c'est quand même étonnant que ce soit Tsirkas, qui est un grec égyptien, qui a écrit ces descriptions de la révolution de 1919 et des mouvements qui soient finalement conformes à ce que, ce que tu expliques là. C'est quand même étonnant que ce soit ça, plutôt que des Égyptiens, entre guillemets, de souche. Bon, peut-être une première réponse là ? Alors, un Parlement n'est peut-être pas toujours représentatif, mais il peut prendre en compte les problèmes de la population. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait une thèse sur la période 1942-1952, et on voit quand même que les mesures qui sont prises en termes d'évolution de la situation sociale sont très minimes. Donc, le fait que le Parlement ne soit pas représentatif se traduit aussi dans une politique sociale qui se fait à minima. Pour la question de la Turquie, alors en fait, ou l'Empire ottoman, l'Égypte se voit vraiment détachée de l'Empire ottoman en décembre 1914, quand le protectorat britannique est mis en place. Donc on a une rupture complète, une séparation, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est un peu amusante parce que il faut quelque temps pour que les Britanniques fassent rédiger différemment la prière qui était dite dans les mosquées jusqu'à ce moment-là. Et donc on continue en décembre 1914, alors que les Britanniques sont en guerre contre l'Empire ottoman, à prier en faisant référence au sultan. Et
Et il va falloir attendre encore quelques mois, 2 mois, je crois, si je me souviens bien, pour qu'on modifie le texte de la prière et qu'on ne fasse plus référence au sultan ottoman. Mais donc, il y a vraiment une rupture jusque, je vous dis, dans les termes de la prière, à partir de 1915, tout début 1915. Alors, que se passe-t-il à la fin de la guerre? C'est très simple. En fait, les Turcs... on a prévu de découper leur territoire. Il ne restait plus, en fait, finalement, sous l'autorité des Turcs eux-mêmes que l'espace de l'Anatolie. Et donc, ils vont être en lutte contre les pouvoirs français, anglais, britanniques et la présence grecque. Et ce qui se passe en Égypte les intéresse nettement moins. Ils s'intéressent éventuellement à ce qui se passe en Syrie. Il y aura une proximité de lutte entre les Turcs et les Syriens. Mais l'Égypte, c'est loin. Ça fait 4 ans qu'ils se sont séparés. L'Égypte était déjà très autonome à l'intérieur de l'Empire ottoman. Donc le sort de l'Égypte, les Turcs s'en occupent pas vraiment. Quant à la France, oui, on a une représentation diplomatique. Je travaille d'ailleurs actuellement sur les textes des diplomates français. On a un regard assez critique. Alors, on perçoit un certain nombre de choses, notamment cet épisode avec les Arméniens. On le retrouve dans les documents français. Et c'est très intéressant parce que les Français essayent de démonter les arguments anglais qui eux-mêmes disent cette révolution, c'est une révolution xénophobe. Et du coup, ils instrumentalisent cette question de l'arménien. Mais il y a aussi, avec les populations juives, ils essayent tout ce qu'ils peuvent utiliser, tout ce que les Britanniques peuvent utiliser pour démontrer qu'on a affaire à un mouvement xénophobe, les Britanniques le font. Et les Français, en fait, condamnent ça en disant mais non, ce n'est absolument pas un mouvement xénophobe. D'ailleurs, nous pouvons nous promener tranquillement, ils évoquent notamment à Port Saïd, on peut aller dans le quartier indigène de Port Saïd et il n'y a pas de problème. Même ma femme, a écrit un diplomate, même ma femme y est descendue, on est en mars 1919 au moment où c'est le plus chaud, et elle n'a eu aucun problème. Donc le mouvement n'est pas xénophobe. Et quel est l'intérêt de qualifier ce mouvement de xénophobe? C'est que ça renvoie à ce moment-là automatiquement à 1882 et ça justifie la férocité de la répression britannique. Et c'est pour ça que les Britanniques voudraient que ce soit qualifié par les autres représentations diplomatiques de mouvements xénophobes, ce que refuse de faire la France. Juste un mot là-dessus, c'est-à-dire il y a aussi la rivalité après 14, on sait, sur le partage entre les Français et les Britanniques, donc chacun essaye d'animer l'opposition dans les protectorats des autres. Mais moi, je peux témoigner en Égypte, c'est-à-dire la présence française est massive, culturellement notamment, à travers les lycées, à travers les missions, à travers le fait qu'une partie... La langue du Caire, des élites, mais des élites chrétiennes, juives, grecques, etc., c'est le français. Et le pays qu'on hait, c'est les Britanniques. Et la France, d'une certaine manière, profite de ça. Profite plus, d'ailleurs, intellectuellement que vraiment politiquement. Mais je crois que c'est effectivement, il y a une vraie influence culturelle française. Oui, moi j'ai 2 commentaires à faire en ce qui concerne la France. D'abord, il faut savoir que les Anglais, avant de débarquer en Égypte en 1882, avaient proposé à la France de participer au débarquement. Et que des débats, d'ailleurs, au Parlement français, qui sont très, très intéressants, et Clémenceau a joué un rôle capital en refusant de participer à la campagne égyptienne de 1882, parce qu'il était a priori anticolonialiste. Mais la France s'est retirée de l'Égypte d'abord à Fashoda et ensuite, avec l'entente cordiale, elle n'a pas exprimé un intérêt dans l'Égypte puisqu'il y avait cet accord avec la Grande-Bretagne de se diviser ce monde arabe. Le second point que je voudrais dire, c'est que Zaghloul était conscient de 2 choses. Un, que le mouvement de 19 pouvait être accusé d'abord de xénophobie, ensuite de bolchevisme. Et il répétait continuellement qu'il n'avait aucune xénophobie, aucun fanatisme. Au contraire, il répétait sans cesse que les intérêts légaux des étrangers en Égypte seraient respectés. Et en fait, il a fait quelque chose de très intelligent. Le 14 juillet 1921,
il a été, sans être invité, assister à la fête donnée par l'ambassade de France dans les jardins des Bécaïa. Et il est arrivé là simplement pour exprimer justement le manque de fanatisme, le manque de xénophobie et le respect du mouvement national pour les Français et pour les intérêts étrangers en Égypte. Il a été d'ailleurs reçu avec beaucoup de chaleur, puisque l'assistance qui était essentiellement française, mais aussi étrangère, les étrangers du Caire, étaient là et on scandait des slogans vive Zarloul, vive l'Ouaft, vive l'indépendance de l'Égypte. Donc, oui, effectivement, Cavafy a écrit un poème donc, sur 1906 qui est un moment important dans la production poétique égyptienne avec d'autres poètes égyptiens qui ont écrit sur 1906. Sur Tirkas, je n'ai pas de réponse toute prête, mais Tirkas a vécu à Asyut. Il est né en 1911 comme Naguib Mahfouz et il a vécu longtemps à Asyut pendant les années 50. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait aider à comprendre ce qui est connu, ce qui l'est moins, c'est aussi les dynamiques de réception des textes littéraires et cinématographiques, où il y a des textes qui deviennent des canons littéraires pour des valeurs esthétiques, parce qu'ils ont une valeur esthétique claire, mais également parce qu'ils correspondent à des valeurs parce qu'ils expriment, disons, les valeurs d'une classe sociale qui est dominante à ce moment-là, ce qui pouvait être le cas de Naguib Mahfouz, dont la trilogie a immédiatement été accueillie par la presse de l'époque comme une expression objective de la réalité environnante. Donc c'est peut-être un élément de réponse, et merci. Et ces romans dont vous parlez, ils n'ont pas été traduits, les deux dont vous avez parlé, en français? Non, d'accord. Ben, tu as du travail, Gilles. Bien, ben, écoutez, il y a encore une question. Oui, allez-y. Oui, c'est simplement qu'il n'y ait pas d'anachronisme. À ce moment-là, en 1919 et autour, ceux qui sont des communautés grecques ou arméniennes ou libanaises ou autres, elles se sentent en partie, n'oublions pas qu'Aziz El-Masri, qui arrive en 1914, un circassien. Nous sommes à une période où l'identité égyptienne n'est pas une identité qui est celle d'aujourd'hui, qui n'est pas celle de 1923, qui est celle de 1919. Et en 1919, beaucoup de ces communautés, qui d'ailleurs sont des ouvriers dans les syndicats, les premiers syndicats de la cigarette, ce sont des personnes qui se sentent égyptiens. Et donc, le sentiment d'égyptianité, à ce moment-là, n'est pas celui d'aujourd'hui, n'est pas celui d'avant Moustapha Kamel. Il y a une période comme ça où le Ouaft, d'une certaine manière, il y aura égyptianisation, mais certains d'entre eux sont déjà deuxième, troisième génération. Ils sont de toutes les classes sociales, et l'image que l'on donne généralement que ces communautés sont nécessairement dominantes, plusieurs sont dominées. Et donc, c'est important de ne pas être anachronique et de se rendre compte qu'à ce moment-là, il y a une chance qui peut-être n'a pas été matérialisée. Et je aurais posé la question au Ouaft. D'une certaine manière, est-ce que le Ouaft, qui est porteur de cette dimension libérale, a-t-il su intégrer ces communautés qui, dans la presse, dans le théâtre, avec Orgam, avec toutes ces familles qui étaient prêtes à la jouer égyptienne, il y avait des réformistes, Mairie Drel, etc., n'ont pas réussi à les intégrer? C'est une question. Bon, c'est difficile de répondre. Moi, si vous voulez, je peux essayer de répondre en disant que une des choses qui a manqué, qui a fait qu'il y ait eu ici ces divisions, c'est la non prise en cause de la question sociale. C'était pas seulement la question. Il y avait effectivement des communautés, comme vous dites, il y a un certain nombre des Italiens, enfin ce qu'on appelait les Italiens, les Grecs, etc. Ils parlaient arabe, ils étaient totalement intégrés, et une partie ont participé au mouvement de nationalistes et de gauche, etc. Mais les tensions sociales étaient telles, je pense, et les différences sociales et les différences avec la campagne étaient telles que il aurait fallu une force politique vraiment visionnaire pour être capable d'intégrer tout ça dans une situation qui était une situation d'affrontement direct avec les Britanniques et dans laquelle, il faut quand même rappeler, les puissances extérieures utilisaient les minorités, puisqu'il y avait les tribunaux mixtes qui faisaient que
quand même beaucoup de ces gens grecs, italiens, ils avaient souvent une nationalité qui n'était pas égyptienne. Et donc, ils n'étaient pas passibles jusqu'en 1936 des mêmes tribunaux. Donc, évidemment, ça aussi, ça crée des tensions. Mais écoutez, je voudrais à votre nom remercier beaucoup les 3 participants et vous dire qu'on reprend à 16h30.